Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Katia, bonsoir. Comment ça va? Myriam, bonsoir. Alors, je vous rappelle, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Donc, nous faisons ce travail, les psychanalystes de l'école, nous faisons ce travail de diffusion de la psychanalyse, puisque c'est un instrument utile pour tous, pour tous. Valérie, bonsoir. Nadeline, bonsoir. Comment allez-vous? Donc, je vous laisse arriver un petit peu sur le direct. Et aujourd'hui, nous allons voir, Charbel, bonsoir. Donc, nous allons voir, Néléa, bonjour. Jacqueline, bonsoir. Donc, nous allons voir aujourd'hui, bonsoir. Anne, tout va bien, merci. La proposition d'aujourd'hui, Céline, bonsoir. Sonia, bonsoir. La proposition d'aujourd'hui est donc d'essayer de répondre à quelques questions qu'on peut se poser ou de voir un petit peu quelle est Doriane, Clarence, bonsoir, Najwa. Et là, le désir en psychanalyse. Le désir en psychanalyse, c'est-à-dire que quand on parle du désir, de quoi on parle? Jackie, bonsoir. Fabienne, bonsoir. Je ne sais toujours pas le prononcer. Jérôme, bonsoir. Claire, bonsoir. Soumia, Franck, bonsoir. Donc, qu'est-ce que le désir? Donc, on va s'occuper bien évidemment Claudette, Nathalie, bonsoir, Carlos et Nathalie Caron, bonsoir, Laetitia et Nidal, Camille, bonsoir, Brahim, bonsoir. Comment allez-vous? Simona, Isabelle, bonsoir, Françoise, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et donc nous sommes une fois de plus dans cet espace ouvert à tous, Nina, Nadia, de psychanalyse pour tous. Donc on va essayer de faire une approche, Mohamed, bonsoir, une approche sur le désir en psychanalyse. Leïla, bonsoir. Séverine, bonsoir. Annie Deschamps, bonsoir. Donc, nous sommes déjà une centaine, je crois. Jasmina. Donc, Pascal, bonsoir. Donc, vous voyez, nous sommes nombreux à nous intéresser à la psychanalyse de façon hebdomadaire. Donc, nous allons voir un petit peu comment Éléonore, bonsoir, et comment la psychanalyse pense le désir, ou comment Freud a présenté, parce que le désir est présenté donc par Freud, dès l'interprétation des rêves en 1900, où il va nous parler de l'inauguration du désir dans l'appareil psychique. Annie, bonsoir. Mais ici, nous n'allons pas directement voir Hélène, bonsoir. Nous n'allons pas voir directement cette Lucie, bonsoir, cette production du désir, ce premier désir qui a eu lieu dans l'appareil psychique, sinon qu'on va voir un petit peu plutôt un peu à l'extérieur, c'est-à-dire notre attitude vis-à-vis de notre désir. Et je me rappelle la question de Fabienne qui disait, mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans notre désir que, en général, nous avons une attitude à ne pas vouloir le reconnaître ou à ne pas vouloir travailler pour ce désir. Donc, on va voir déjà les caractéristiques de ce désir humain, hein, les caractéristiques du désir humain. Parce qu'en fait, Jean-Loup, bonsoir, généralement on croit que notre désir, que pour se satisfaire, il cherche des objets. Faussia, bonsoir, il cherche des objets, des objectifs, des projets. Ramatou, bonsoir. Legbira, bonsoir. Donc, le sujet, c'est le désir, Legbira. Donc, cependant, quand nous allons donc obtenir ce que nous étions proposés, c'est-à-dire que nous allons travailler pour un projet, nous allons travailler pour l'obtention de ce désir que nous nous sommes proposés. Hakim, bonsoir. Et on va voir que quand on y arrive, quand on arrive à rentrer dans l'école qu'on s'était proposé,
de rentrer, on arrive à commencer sa psychanalyse. C'était un désir qu'on voulait le faire depuis longtemps, et puis tout d'un coup, on prend la décision de le faire. On va découvrir que notre désir, en fait, Jonathan, bonsoir, que notre désir, hein, en fait, une fois qu'on y arrive, on se rend compte, Sharifa, bonsoir, on se rend compte que c'était pas tout à fait ça. Non, que c'était pas ça. C'est-à-dire que on a l'impression que que on était persuadé que ça allait nous remplir, nous combler, et qu'en fait, le désir, la satisfaction du désir, c'est pas exactement cette sensation qui va nous laisser. Sinon que parfois, il arrive même le contraire, c'est-à-dire que il peut y avoir une tristesse qui va nous prendre, une certaine tristesse qui va se retrouver, donc on va dire, face à notre Chloé, bonsoir, face à notre réussite, il va y avoir une sorte de tristesse qui va se présenter et qui va venir donc dire, c'était pas exactement ça ce que tu désirais. Tu croyais qu'avec ça, c'était l'objectif final, mais non, ce n'était pas vraiment ça. Michael, bonsoir. Donc, c'est-à-dire que, Valérie, bonsoir, ce que la psychanalyse vient nous dire, c'est que le désir semble ne pas désirer des objets de satisfaction. Donc, je voulais m'acheter cette voiture, j'ai travaillé pour économiser pour me l'acheter, puis une fois que je l'ai, bon, je joue un petit peu avec, mais en fait, après, c'était pas ça. Et donc, on va voir que la psychanalyse, comme nous l'avons déjà eu l'occasion, Gabrielle, bonsoir, de le voir, elle vient nous montrer qu'en fait, nous allons nous humaniser parce que nous rentrons dans un monde d'humains. Faisons notre entrée à la naissance dans un monde d'humains. Et c'est parce qu'il y a une personne, Hamza, bonsoir, il y a une personne qui est au préalable humanisée, qu'elle va pouvoir nous humaniser. Et ça, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on va recevoir donc cette humanisation de quelqu'un d'autre. On va voir que c'est l'entrée du sujet dans le langage. Parce qu'en fait, dès qu'on est, on va naître dans un monde d'humains. Et la particularité de l'humain, c'est qu'il parle. Donc nous allons faire une entrée dans le langage. Et rapidement, on va dire, Catherine, bonsoir, rapidement, ce qu'on va voir, c'est que le sujet, l'enfant, on va dire, Salma, bonsoir, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il va devoir renoncer, bien évidemment, il va devoir renoncer à cette relation indispensable qui jusqu'ici, Dorothée, bonsoir, qui jusqu'ici était indispensable avec ce qu'on appelle la mère, Alexandra, bonsoir, avec la mère, ou avec ce qu'on appelle plutôt la fonction mère, c'est-à-dire celle qui a travaillé pour faire ça. Et cette relation, donc elle va devoir se terminer, cette relation indispensable, elle va devoir petit à petit se terminer, petit à petit, le sujet va bien évidemment s'éloigner ou se rendre compte qu'il n'a plus besoin de cette façon aussi indispensable. Exactement, Brahim. Le désir n'est pas inné, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous allons construire, qu'il va falloir construire et construire à chaque fois. Hein. Et que donc, pour pouvoir se séparer, que l'enfant, pour pouvoir se séparer de cette mère, eh ben, Marie, bonsoir, pour pouvoir se séparer de cette mère, il va devoir, en fait, cette séparation va se faire parce qu'il va découvrir que sa mère, elle désire d'autre chose que lui. Que lui, ce n'est pas l'objet unique d'amour de sa mère. Que pour lui, ça l'est. Et que pendant longtemps, il va penser, pendant un certain temps, il va penser que lui aussi, il est l'objet d'amour unique, mais un jour, il va voir que sa mère détourne le regard et regarde autre chose. Et à partir de là, va naître la porte au désir, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que sa mère désire autre chose que lui. Donc ça peut être le père, ça peut être son travail, ça peut être ses amis, ça peut être sa vie, et donc autre chose que les frères et sœurs. Donc, et ça va être le point essentiel, le point de départ de ce qu'on appelle donc cette humanisation. Et
Et ça va être le point de départ pour que ce sujet se transforme, ce bébé se transforme petit à petit en sujet désirant, que lui aussi il va avoir donc son propre désir. Et, et c'est-à-dire que si, par exemple, Gabriella, il ne faut pas que ce désir détourné devienne de la haine. Donc, pourquoi ce serait de la haine? Non, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que l'enfant, il va se rendre compte que c'est pas la chose la plus importante dans la vie de sa mère, qu'il y a d'autres choses. Sylvie, bonsoir. Non. Donc il y a d'autres choses qui vont intervenir dans la vie de sa mère. Donc le but de la psychanalyse est de séparer le sujet de sa mère d'un point de vue psychique. Exactement, Céline. Bravo. D'un point de vue psychique. Donc, et c'est-à-dire que par exemple, il y a des mamans, non, je crois qu'on avait fait référence un peu à cette idée qu'il y a des mamans, leur bébé c'est leur seul, non, elles finissent par ne plus s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur et qu'elles ne s'intéressent, et que Jamal dit, est-ce qu'on désire toujours ce qu'on manque, ce qu'on n'a pas? Donc, on va voir, Jamal, on va voir. Parce que, en fait, donc on disait que si la mère n'arrive pas à désirer autre chose, si elle ne désire pas autre chose, ou qu'elle ne montre pas qu'elle désire autre chose, l'enfant va avoir des difficultés pour rentrer dans le langage, dans le monde, pour s'humaniser. Le désir naît du manque. Donc c'est une question. Le désir naît du manque. Mais pas du manque comme on l'entend. Non, c'est-à-dire qu'il va naître du manque euh, dans le sens où le désir, ça va être bonsoir, s'il vous plaît, c'est quoi le sujet du live? Donc c'est le désir. Sylvie, bonsoir. Bon, alors on va voir un petit peu. Et donc, on va voir que la loi qui vient séparer la mère de l'enfant, c'est la loi qui va être la cause du sujet. Et c'est aussi la loi du langage, qui est la cause du désir inconscient. Parce que quand on parle ici du désir, on va faire référence au désir inconscient. Inconscient, non, on va voir de quoi il s'agit quand on parle de désir inconscient. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire, voilà, je veux le dernier modèle de téléphone, ou je veux... Ça, il ne s'agit pas de désir. Encore que, très souvent, il y en a qui vont transformer, en fait, leur désir en quelque chose de matériel. Donc, et que la psychanalyse, on m'a posé la question suivante, pourquoi la mère et pas le père? J'ai répondu que c'est dans cette théorie, on s'est focalisé sur cela, mais dans d'autres théories, on évoque le père. Non, on va parler de la mère en tant que fonction mère, c'est-à-dire que c'est la personne qui s'occupe de l'enfant, hein, et que c'est quelque chose en plus de théorique. Donc, peu importe qui fait la position père, qui occupe la position mère, mais qui est quelqu'un qui s'occupe de l'enfant, et que quand cette relation, on va dire, de symbiose qui existe entre le bébé et la personne qui s'occupe du bébé, tout d'un coup, elle va commencer à être différente parce que le bébé va découvrir donc que cette fonction s'occupe aussi d'autre chose et pas que de lui, c'est là où va naître l'instance parentale. Donc c'est pas exactement l'instance parentale. L'instance parentale, ça va venir après, mais on est tous matérialistes quelque part. Donc, on va voir. Donc, la psychanalyse, elle s'occupe justement de ce moment. Elle s'occupe de la production de ce sujet désirant, de ce sujet qui va rentrer dans le langage. D'accord? C'est-à-dire que parce que c'est par là que va commencer donc cette humanisation. Cette humanisation, c'est cette entrée dans le langage, c'est-à-dire dans l'ordre symbolique. Et nous pouvons dire que donc nous allons nous faire, non? Nous allons devenir, nous allons nous fabriquer comme des sujets désirants. Et que nous allons pouvoir le faire uniquement si il y a donc une personne qui l'est avant nous. C'est-à-dire que pour que je puisse désirer, c'est parce qu'il y a eu une autre personne avant qui a désiré. C'est-à-dire que quand la mère, elle va regarder autre chose, c'est la porte du désir qui va s'ouvrir pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que sa mère, elle désire quelque chose. Et peu importe ce qu'elle désire. C'est donc que ce qui est intéressant, c'est qu'elle désire autre chose que l'enfant. C'est-à-dire que nous ne désirons pas des objets, parce que notre entrée dans l'ordre symbolique implique
que nous désirions, donc Nathalie, bonsoir, que nous désirions des désirs. Puisqu'en fait, c'est comme ça que va se constituer notre désir, c'est-à-dire notre désir va se constituer à travers le désir de l'autre. D'accord? C'est-à-dire que au départ, on va voir que l'enfant, il va désirer les mêmes choses que sa mère. Non? Au départ. Donc, alors, on va voir que de la même façon que nous ne pouvons pas confondre le mot avec la chose qui le nomme, nous ne pouvons pas non plus confondre l'inconscient avec les produits de l'inconscient, c'est-à-dire le rêve, le symptôme, le lapsus, l'oubli, l'acte manqué, le mot d'esprit, qui sont des productions de l'inconscient qui arrivent dans la conscience, mais que pour arriver dans la conscience, elles sont passées par un tas de mécanismes qui ont déformé. C'est-à-dire que le désir inconscient, pour apparaître dans la conscience, il va toujours être déformé. Donc nous ne pouvons pas le confondre. Non, on va dire que c'est les produits qu'on appelle les made in inconscient. On va dire. Non. Donc le désir ne se réduit pas à ces objets, sinon qu'il va s'articuler dans une histoire de désir. Parce que l'histoire de nos désirs, ben, ça va se transformer, on ne va pas désirer toujours de la même manière. De la même manière. D'accord? C'est-à-dire que nous allons modifier nos manières de désirer jusqu'à ce que s'établisse. Alors on va voir que quand on parle, pour voir un petit peu, quand on parle de désir, de quoi il s'agit, on va voir un petit peu un exemple en voyant par exemple la situation d'un professeur. Un professeur qui enseigne ou qui prétend enseigner, non seulement il va transmettre des connaissances, mais sinon que principalement il va transmettre du désir. D'ailleurs, vous vous en rappelez tous que les meilleurs professeurs que nous avons eus, c'était des professeurs qui étaient passionnés par leur matière. Marie, bonsoir. Donc, qui étaient passionnés par leur matière, et c'est pour ça que nous nous sommes intéressés à ce qu'ils nous enseignaient. Parce que sinon, à l'école, on devait y aller, non, et on traînait les pieds. Donc, on s'est intéressé aux matières où le professeur, lui aussi, s'intéressait à sa matière. Parce que pour pouvoir transmettre une connaissance, il faut d'abord transmettre le désir. Et pour transmettre le désir, il faut d'abord désirer nous-mêmes. Parce que comment allons-nous désirer, transmettre un désir si nous ne désirons pas? Parce qu'en plus, nous ne pouvons pas faire semblant. Hein? C'est quelque chose où on est désirant et donc on transmet le désir, où on n'est pas désirant et on transmet donc des connaissances. Non, on se transforme en un livre et on lâche les connaissances. Et sans désir, les connaissances qui sont acquises, en fait, qui sont acquises, elles vont passer par la mémoire et elles peuvent disparaître. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas transformer le sujet. Parce que quand réellement on apprend, Pilar, bonsoir, quand réellement on apprend, hein, on se transforme, quelle que soit la matière, quelle que soit la chose dont il s'agit. Et pour pouvoir se transformer, ben, il faut qu'il y ait un désir. Parce qu'en fait, on se transforme parce qu'il y a quelqu'un qui désire. Donc, je désire des désirs. Donc, je m'intéresse au désir de l'autre. D'accord? C'est ça qui va être important. Je m'intéresse au désir de l'autre. Et parce que s'il n'y a pas de désir, ben voilà, quoi, je vais étudier pour réussir mon examen, puis à la fin de l'examen, j'oublie tout. Hein? Céliante, bonsoir. Donc, et qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que quand le sujet se positionne face à son désir, sa capacité d'apprentissage hein, peut se multiplier d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il va avoir une capacité, bonsoir Isabelle, il va avoir une capacité plus importante donc d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'accepter de se transformer avec l'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, ou c'est plutôt en reprenant la transformation, c'est le changement. Bravo Jamal. Donc, on va voir par exemple Heidegger qui disait que le véritable maître se différencie de l'élève uniquement parce que lui, il apprend mieux, parce qu'il est mieux positionné dans son désir. Donc, il apprend mieux. Non? Parce que en fait, un bon enseignant, c'est celui qui sait apprendre, qui s'intéresse et qui continue à s'intéresser à la matière et qui continue à apprendre.
Et donc, celui qui enseigne le mieux, c'est celui qui apprend le mieux. Le partage du désir par opposition au désir omnipotent. Alors, ça fait référence un petit peu, Monique, à non, parce que notre désir va dépendre, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont nous désirons, non? Nous sommes des sujets qui désirent, mais nous allons voir que nous avons face à notre désir toutes des positions différentes. Parce qu'en fait, l'être humain, il peut, quand on parle d'un professeur qui peut être intéressé par sa matière et transmettre, parce que c'est un professeur désirant qui s'intéresse à sa matière et qui peut transmettre l'intérêt qu'il a sur la matière, en fait, une personne désirante, c'est une personne qui peut, Sonia, bonsoir, c'est une personne qui peut apprendre pratiquement n'importe quoi et s'intéresser à n'importe quoi parce que son désir, parce que c'est un être désirant. Donc peu importe l'objet, peu importe la matière. Donc, et, et après, bien sûr, dans cette étape d'apprentissage, on va dire qu'après, bien évidemment, l'élève va devoir aussi, lui aussi, mettre en jeu son propre désir. Relation entre pulsion de mort et pulsion de vie et désir. Donc, la pulsion de vie et la pulsion de mort, ce sont des énergies. Non, surtout la pulsion de vie, c'est l'énergie. Non, c'est quelque chose de différent. On va le séparer c'est quelque chose qui est différent avec, je veux dire, parce que ce sont des instruments du désir, non, la pulsion, sont des instruments du désir. Donc nous allons continuer à voir, donc pour enseigner, en fait, comme disait Heidegger, il s'agit pour enseigner de laisser l'autre apprendre. D'accord? Mais, bien sûr, il faut que le professeur soit une personne désirante. C'est pour ça qu'en fait, un bon maître, il ne va pas simplement pouvoir donner des cours de la matière dont il a l'habitude, de la matière qu'il traite, sinon qu'il a la possibilité de permettre à l'autre d'apprendre, en fait, n'importe quelle autre matière. Puisque c'est le désir. Et parce que le professeur, même si il n'est pas super calé dans la matière, peu importe, ce qui est important, c'est qu'il va transmettre le désir d'aller lire les textes de Freud, par exemple. Non? Le désir, c'est une motivation pour atteindre le but de réussir, par exemple. Bon, ça c'est plus que ça. C'est plus que ça, on va voir. Donc, l'être humain, il désire seulement des désirs. Non, c'est-à-dire qu'on désire des désirs. On ne désire pas quelque chose en particulier, on désire désirer. On désire désirer, on désire des désirs. Donc, et d'une certaine façon, nous désirons tous plus ou moins les mêmes choses. Non? Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire la résolution du complexe d'Oedipe? Donc tout va dépendre effectivement, enfin pas tout va dépendre, mais ça va comme toujours dépendre de la position du sujet face au complexe d'Oedipe. Donc parce que face au désir, nous sommes tous semblables. Parce que le désir de base, c'est donc ce désir auquel nous avons dû renoncer, qui est devenu donc inconscient, et qui est le moteur de notre appareil, qui est ce désir sexuel infantile réprimé. Qui après, donc, pour ne pas répéter dans notre vie la satisfaction de ce désir, il va falloir que notre vie que nos désirs soient dirigés au social. Puisque nous vivons dans un monde d'êtres humains, ils vont devoir, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'être humain, il a des difficultés, Fabienne, à reconnaître son désir, parce que son désir, c'est ce qui le rend humain. Et en fait, reconnaître que nous sommes des sujets désirants, donc il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le montrer en acte. Reconnaître que nous sommes des sujets désirants, c'est reconnaître aussi que nous sommes mortels. C'est pour ça qu'il y a toujours une relation entre cette mortalité et ce désir, qui va toujours rentrer en jeu et rendre difficile, on va dire, le travail de désirer. La libido, c'est l'énergie. D'accord? C'est l'énergie qui va être donc utilisée. Par exemple, quand on parle d'une libido narcissique, c'est-à-dire une libido qui reste dans le moi, c'est très difficile de désirer.
Non, donc on va voir, mais c'est désirer, puisque désirer, quand on parle de désirer en psychanalyse, on va parler de désirer. Non, les animaux ne désirent pas. Euh, quand en, les... bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc nous sommes tous différents, mais nous sommes tous semblables. Donc on va voir que d'une certaine façon, on dit en psychanalyse que nous désirons tous la même chose, mais que nous avons tous une manière différente de renoncer à ce désir. Parce que ce désir sexuel infantile réprimé, comme il est réprimé, on doit renoncer. Donc on a tous renoncé, mais tous d'une façon différente. Toutes d'une façon différente. Donc, et donc on va voir que face à ce désir donc, qui nous humanise, on va voir que nous avons tous des positions différentes. Donc il y a des gens qui renoncent à leur désir. Il y a des gens qui vont remettre à plus tard leur désir. Il y a des gens qui vont réprimer leur désir. Par exemple, il y a des gens qui vont remplacer leur désir par autre chose. Et il y a des gens qui vont l'élaborer. Et l'élaborer d'une façon particulière et singulière pour chaque personne. Et c'est une production, quand on parle du désir, on parle aussi du désir en psychanalyse, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer en psychanalyse. En psychanalyse, on va produire du désir. C'est pour ça qu'une personne qui commence une psychanalyse, va voir comment petit à petit, dans sa vie, il va y avoir plus de choses qui vont rentrer dans sa vie, qui vont augmenter les relations sociales, avoir d'autres compromis sociaux, etc. Ou, oui, d'avoir, en fait, puisqu'on va libérer aussi de l'énergie, donc il va y avoir la possibilité de l'utiliser à autre chose. Mais en plus, parce que il va y avoir une interprétation du désir qui va permettre la mobilisation de l'énergie. Donc, c'est pour ça que on voit qu'en psychanalyse, pour la psychanalyse de chaque sujet, en fait, c'est comme un costume sur mesure. Personne n'a la même psychanalyse que personne, c'est impossible. Non, ni aucun psychanalyste n'est le même face à tous ses patients. Sinon qu'à chaque fois, chaque patient il va être aussi différent, puisque c'est face à cette manière différente qu'a le sujet de se présenter, de désirer. C'est-à-dire c'est une manière... puisqu'en fait, le processus de psychanalyse, c'est un processus d'humanisation. C'est un processus d'humanisation. C'est un mode de civiliser, de grandir. Alors en psychanalyse aussi, on dit, c'est que on a l'habitude donc de dire en psychanalyse que nous ne serons qu'après. Lorsqu'on arrête de désirer, c'est qu'on réprime notre désir. Donc comme on arrête de désirer, on meurt. D'accord? C'est-à-dire que le propre de l'être humain, donc on peut réprimer son désir, mais le désir de toute façon, il va chercher à s'exprimer. Et donc si on réprime son désir, si on ne veut rien savoir de son désir, il va faire un tour et il va s'exprimer d'une autre façon. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oui, j'aimerais beaucoup me psychanalyser » ou qu'on sait qu'ils ont le désir, parce que près tout le monde a le désir de se psychanalyser. Pardon, y a-t-il une rediffusion, s'il vous plaît? Oui, après, la vidéo reste sur la page. Donc, et renoncer à son désir de se psychanalyser, ça va provoquer des conséquences. Ça, c'est obligatoire, non? Donc, et c'est obligatoire, c'est-à-dire que à chaque fois, notre attitude face à notre désir a des conséquences dans notre vie. Donc, et réprimer notre désir, donc c'est quelque chose que réprimer, c'est quelque chose que l'on fait. La dépression, c'est la mort du désir. Non, la dépression, ce n'est pas la mort du désir. C'est une autre position face au désir qui est différente. C'est pas la mort du désir. Non, c'est quand on meurt qu'on arrête de désirer. Donc, ce qu'on va voir, c'est que... alors, attendez, qu'est-ce qu'il y avait là que je voulais faire? Alors, non. Bon, je ne me rappelle plus. Donc, je disais que notre position, si on réprime... ce que je voulais souligner, c'est que quand on parle de réprimer son désir, on ne se rend pas compte. La répression, c'est un mécanisme inconscient. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que le sujet, il peut imaginer qu'il est en train de réaliser ses désirs, mais
La psychanalyse, si elle fait son investigation, elle va peut-être souligner que non, ici il ne s'agit pas de désir, sinon pourquoi dire que tout le monde a envie de se psychanalyser? Parce que c'est quelque chose qui est en relation avec chaque personne. Donc, madame, ce désir peut être un peu exagéré chez les hystériques. De désirer l'hystérique, elle désire les désirs de l'autre. L'autre, il commence à se psychanalyser, donc il dit « Ah, moi aussi ». L'autre, il fait ceci, il dit « Ah, moi aussi ». Par exemple, non, que c'est facile la transmission de l'intérêt, non. Bénisse, bonsoir. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que quand on renonce à nos désirs, on ne s'en rend pas compte. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est tellement difficile de prendre en charge son propre désir, c'est-à-dire en fait c'est prendre en charge sa propre vie, décider de sa propre vie, ne pas faire ce que les autres ont pensé pour nous qu'il était le mieux. On va voir par exemple que l'enfant au départ, lui c'est le désir de la mère, il représente le désir de la mère et il va devoir faire le travail de se séparer pour ne plus être le désir de la mère. Non, de fabriquer son propre désir. Non. Donc, et on va voir que par exemple, il y a des femmes, pour parler des femmes, mais ça arrive aussi aux hommes, c'est-à-dire qu'elles vont passer d'être le désir de la mère, ils vont ensuite passer à être, lorsque j'ai eu ma deuxième fille, ma plus vieille, toute son enfance disait c'est ma maman à moi. L'adolescent m'a dit, ne veut pas me posséder. Mais, bon, je ne comprends pas bien, Hélène, le commentaire. Mais de toute façon, on ne va pas se fier, non, parce que le discours du patient, c'est aussi une apparence. Il faut avoir l'écoute psychanalytique pour savoir ce qui se dit derrière. Quand on n'a plus de désir, est-ce qu'on peut fabriquer le désir du désir? Oui, ça n'existe pas de plus avoir de désir. On doit toujours se poser la question à savoir si j'ai l'impression que je ne désire plus, c'est où est mon désir? Où il est? À me faire du mal? Non, où il est mon désir? Parce que mon désir, il est toujours là. Si nous sommes vivants, nous désirons. Mais nous désirons, mais d'une façon, quelle est la différence entre l'amour et le désir? L'amour, c'est, on va dire, le résultat du désir, non? Le résultat du travail du désir. C'est-à-dire que si nous produisons un sujet désirant, un sujet qui désire, obligatoirement, dans ce qu'il va faire, il va produire de l'amour. Mais là, on parle pas du désir sexuel, non? On fait pas exactement référence à celui-là, bien que il rentre et il fait partie aussi du reste. Donc, je faisais je soulignais le fait que de remettre à plus tard, de prendre sa vie en main. Donc il y a des gens qui n'ont jamais pris leur vie en main. C'est-à-dire qu'ils sont passés du désir d'être le désir de maman à être le désir du mari et à être le désir des enfants. Et en fait, qui n'ont jamais pris leur propre vie en main. Parce qu'en fait, désirer, c'est prendre sa vie en main. Hein, d'apprendre à voir, et pour ça, c'est nécessaire de se psychanalyser, parce que mon désir, c'est pas « ah, j'ai envie de ça ». Désirer, c'est une position dans la vie, c'est une manière d'être dans la vie, on va voir, non? C'est une manière de désirer, parce qu'en fait, une personne désirante, ce qu'elle désire, c'est continuer à désirer, mais à désirer dans le social. Toujours dans le social. Tout dans le social, ça veut dire avec les autres. Donc, on va dire que, en psychanalyse, on dit « nous ne serons qu'après ». C'est-à-dire que ce qui se passe comme maintenant, par exemple, ces vidéos de psychanalyse pour tous, ben, on ne sait pas actuellement, nous devons les vivre. Nous ne savons pas ce que nous allons en tirer, nous ne savons pas quels sont les bénéfices que nous allons avoir, est-ce qu'il va y avoir des bénéfices? Aucune idée. On ne connaît pas les résultats que cela va produire. On ne sait même pas s'il va y en avoir. D'accord? Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, on va voir dans notre vie. Dans notre vie. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans savoir exactement ce qui va se passer. Alors bien sûr, si je vais travailler tous les jours, ben, j'attends un salaire. D'accord? Mais après le reste. Et en plus, dans ce que je vis comme maintenant, je ne peux pas expliquer ce que je vis comme maintenant. Je vais simplement, Yvan, bonsoir, Mocran, bonsoir, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller à l'analyse pour, après, essayer de voir quel sens a eu ma vie. Hein, en français, on va en français. Le masochisme est-il une forme que peut prendre le désir? Bien évidemment, Michael. Bien évidemment. Hein, puisqu'il y a une satisfaction.
mais ça c'est plus une satisfaction de la pulsion. Non, le masochisme c'est une satisfaction de la pulsion. Si moi je fais parfois des rêves intéressants dans la nuit qui suit. Donc, est-ce que le désir peut se transformer en amour? Le désir, non, je ne sais plus qui l'a marqué, le désir, c'est, quand c'est vraiment un désir, c'est de l'amour. Quand c'est vraiment un désir, c'est de l'amour. Mais on ne parle pas du désir sexuel uniquement. On parle de cette manière d'être en relation avec les autres dans notre société. Vous voyez que nous vivons dans un monde individualiste, comme ça nous sommes tous séparés, nous avons peur les uns des autres, nous nous craignons les uns les autres, et comme ça évite la production du désir, parce qu'une personne qui désire, intervient dans le social. Et si tous, par exemple, tous ceux qui sommes là comme maintenant, nous commencions à faire chacun avec ses informations, ses propres connaissances, commencer à faire des vidéos sur Facebook pour transmettre ses connaissances, qu'il travaille, qu'il prépare, pour transmettre et fasse sa vidéo, ça changerait beaucoup de choses si on prenait tous le papier crayon et qu'on commençait à écrire oui, je parle aussi de l'amour qu'on a pour les gens. Donc, j'aimerais pouvoir l'écouter en play. Merci, je ne peux pas vous écouter ce soir. Bon, oui, il sera sur la page. Annie. Bonsoir, la psychanalyse est comme prendre un bain à bonne température. C'est de céder avant de pouvoir accompagner les autres sur leur chemin de vie. Alors, la psychanalyse, c'est pas exactement céder. Non, on disait que céder, c'est céder du verbe C-E-D-E-R, non? Et celui qui a un lien social pauvre a un problème avec le désir. Par exemple, Céline. Non, mais pas seulement, on va dire pas seulement. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des questions. Rappelons-nous que ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est que notre appareil psychique est très complexe et que nous ne pouvons pas réduire notre difficulté à une phrase. Éprouver du plaisir à faire ce que nous désirons. Mais c'est pas seulement ça, Camille, non? Parce que ça, c'est une satisfaction, éprouver du plaisir. Bon, quand il y a des gens qui travaillent, qui disent j'aime mon travail, oui, mais pas tous les jours. Il y a des jours où j'aime pas du tout mon travail. Mais peu importe, c'est mon travail. C'est-à-dire que éprouver du désir, se laisser guider par ses goûts, ça n'a rien à voir avec le désir. Le désir, je veux dire que nos goûts, nos plaisirs, c'est, on va dire, un bénéfice qui peut de temps en temps avoir lieu ou ne pas avoir lieu, peu importe. D'accord? C'est pas ça l'objectif de vie d'un être humain. C'est pas ça l'objectif. Après, il peut y avoir des bénéfices. Et puis, il peut y avoir des bénéfices bien supérieurs au plaisir, Camille. Bien supérieurs au plaisir. Une personne qui désire, c'est une personne qui a la capacité de jouir de sa vie. Une personne qui désire, une personne désirante, c'est une personne qui est en relation avec la jouissance, avec une position face à la jouissance. Et je ne parle pas seulement de la jouissance sexuelle. Donc je disais que ce que nous vivons aujourd'hui n'aura de sens ou ne pourra être interprété qu'après, que plus tard, quand j'en reparlerai. D'accord? Sinon qu'aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est vivre. D'individuation. Le désir est un élan d'individuation. Non, le désir, en plus, il va se fabriquer avec les autres, puisque j'ai besoin du désir des autres, de s'autoriser à devenir ce que nous désirons transmettre. Alors, on peut parler, non? Les Français, ils aiment bien dire de s'autoriser, mais c'est pas question d'une autorisation, parce que c'est pas question de s'autoriser à faire, quelque chose, c'est une production. C'est faire un travail. C'est faire un travail désiré, c'est un travail constant. Et donc, peu importe si j'ai envie, si j'ai pas envie, si je suis fatiguée, si je suis pas fatiguée, si j'ai mal à la tête, si j'ai pas mal à la tête, peu importe, il y a l'engagement, le compromis avec son propre désir qu'on doit continuer à vivre. C'est ce que je fais, reprendre ma vie en main à 67 ans. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le désir, on dit qu'il ne tombe pas. Le désir, il va mourir avec le sujet et il peut avoir la même intensité pendant toute la vie du sujet. Si tout le monde prenait son crayon pour écrire, où pouvez-vous développer? Qu'on changerait le monde. Si tout le monde était capable d'écrire, bien sûr, pas de gribouiller n'importe quoi, mais d'écrire et de raconter ce qui est en train de nous arriver. Mais pas simplement comme sujet, comme beaucoup de gens le font, où ils utilisent l'écriture en disant que ça c'est leur thérapie, sinon en montrant un petit peu dans quel monde nous vivons. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver, là, comme maintenant dans la société dans laquelle nous vivons? Et si tous nous étions capables de prendre un papier et un crayon et de commencer à écrire
notre manière de voir ce qui se passe, le désir est une émission inconsciente de libido. Donc, quel lien faites-vous entre les émotions et le désir? Les émotions, c'est la conscience, c'est l'apparence. C'est l'apparence, donc c'est une apparence. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Non, beaucoup de choses différentes. Ça va dépendre, donc à chaque fois, donc pareil, de l'interprétation. Donc, c'est pour ça que le sens va venir après. Premièrement, je dois aller me psychanalyser, je dois parler, et après, il va y avoir l'interprétation. Comment définir le mot désir? Merci. Est-ce que le désir est automatiquement inconscient? Oui, Sonia, automatiquement. Bon, c'est pas automatique puisque c'est le résultat d'un travail aussi, mais le désir est inconscient. Mais le désir est inconscient comme moteur. Non, c'est-à-dire que le moteur de notre désir est inconscient. Après, quand nous allons passer à l'acte, il va y avoir des résultats. Non, dans la société, il va y avoir des résultats dans la culture, il va y avoir des résultats dans la civilisation, il va y avoir des résultats, non, dans le travail que nous allons réaliser avec les autres. Et de transmettre nos acquis. Et de continuer à apprendre, Annie. Non, de continuer à apprendre. Parce que si je transmets simplement mes acquis, je deviens une personne morte. Moi, je dois continuer à désirer. Non, le désir, c'est continuer moi à désirer. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à transmettre. Et qu'est-ce que, par exemple, ici, moi, principalement ce que je fais, c'est transmettre du désir. Il faut être libre pour désirer. Ça, c'est pas mal, Jamal. Ça, c'est une... On découvre ce moteur par la cure. Exactement, Myriam. Exactement. On va découvrir ce moteur dans le sens où on va voir la capacité qu'il a. Parce que ce désir, le pouvoir du désir humain quand il n'est pas, justement, quand il ne va pas se cacher, non, d'une façon ou d'une autre, quand il ne va pas se cacher, bah, il a un pouvoir impressionnant. Donc, le désir est une chaîne. Exactement, Vanille. C'est une chaîne. Le désir, c'est l'envie d'avoir envie, dit Armand. Donc, c'est pas simplement une envie, parce qu'une envie, on la sent, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire ça, c'est quelque chose qu'on va sentir, c'est au niveau de la conscience. Le désir, ce n'est pas quelque chose de conscient. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui va se produire par l'interprétation en psychanalyse. Bon, je continue un petit peu. C'est-à-dire que dans notre vie, il ne s'agit pas de chercher des sens. Non, ce que nous avons l'habitude de faire. Je vais chercher le pourquoi, je vais expliquer, je cherche à expliquer le sens de ceci, le sens de cela. Et en fait, ce que nous devons apprendre, c'est à devenir patient. Patient de psychanalyse. C'est-à-dire, mais aussi de la patience, c'est-à-dire à ne rien vouloir de précis. Apprendre, non, on avait déjà vu dans une autre vidéo, où on avait déjà vu ce dont il s'agit, c'est d'apprendre à attendre que le travail que nous faisons aura des fruits. Si nous travaillons dans une direction, le travail aura obligatoirement des fruits. Alors, si nous sommes en psychanalyse, pourquoi l'hystérique désire le désir de l'autre et non le sien? Non, mais tout le monde, nous désirons le désir de l'autre. Mais chez l'hystérique, c'est un petit peu exagéré, on va dire. Mais tout le monde, nous ne pouvons que désirer les désirs des autres. Non? C'est-à-dire que c'est pas l'objet du désir de l'autre. Sinon, si vous avez raison, pardon, Lucie, je me trompe. Oui, effectivement, l'hystérie a tendance à désirer ce que l'autre a. Le désir est-il défini? Alors que ce dont il s'agit, c'est de désirer. Que peu importe, peu importe, non. Peu importe, non, parce que nous avons aussi une direction à notre désir. Parce que nous ne désirons pas tout. Chacun désire d'une manière différente. Comment rien vouloir et s'inscrire dans une direction? C'est un apprentissage, Myriam. Parce que ce n'est pas rien vouloir. C'est pas exactement rien vouloir. C'est rien vouloir savoir sur le moment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. C'est une impossibilité de l'être humain. Alors, quand on se remplit d'explications, parce que des explications de la conscience, alors on peut être satisfait avec un bon raisonnement, mais ce n'est pas le cœur de la question. On ne fait que de la surface. Donc, on peut faire de la surface, mais on reste en surface. On va dire que quand il y a interprétation, on touche le cœur le cœur du sujet, et le cœur du sujet, ça veut dire on touche, non, on produit le désir du sujet. Donc je disais qu'il faut apprendre à attendre, par exemple dans une psychanalyse, il faut apprendre à savoir qu'il s'agit d'un travail et que obligatoirement dans une psychanalyse, il y aura des résultats. Après, le névrosé, c'est vrai qu'il a toujours tendance à vouloir dire « Non, la psychanalyse, moi, ça m'a rien fait, moi, je suis venu comme ça. »
non, et qu'il y a cette tendance. Nous avons les êtres humains, d'une façon générale, non, nous avons les êtres humains, tout le monde est toujours insatisfait, Hakim, pas seulement, non, parce que l'hystérique, ce qu'elle va nous montrer avec son désir insatisfait, que le désir, il est toujours insatisfait, ce qu'on disait au départ. Il n'y a pas la possibilité, c'est pour ça que c'est le moteur. Parce que je peux réussir un examen, je peux réussir à terminer un projet, je peux réussir à constituer une entreprise, je peux faire ceci, faire cela, mais ça ne s'arrête pas, non? D'accord? Ça ne s'arrête pas. Oui, l'envie n'a rien à voir avec le désir, ou dire je veux ceci, je veux cela, ça n'a rien à voir avec le désir. Le désir, c'est ton action. Le désir, c'est ce que je fais. C'est pas ce que je dis vouloir, c'est ce que je fais. Non, le désir dans la psychose, ça c'est un autre sujet. Non. Et donc il y a désir, effectivement, Bénis, il y a désir parce que dans l'appareil, il y a un manque, il y a quelque chose qui s'est perdu. C'est-à-dire que quand on parlait de cette relation indispensable avec la mère, cette relation de symbiose du bébé avec la maman, où la maman, elle était absolument tout pour le bébé, ben, c'est quelque chose qui n'existait pas. Parce que, en fait, c'est quelque chose, non, quand on parlait l'autre jour de cette attribution que l'enfant fait à la mère, que ma maman, elle est la plus belle, la plus forte, la belle, gada, bonsoir, mais tout ça, ce sont des attributions. On va voir des attributions que l'enfant fait à la mère. Enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, et pourtant, le sujet, non, c'est quelque chose qu'il a perdu, en plus, auquel il veut renoncer, et c'est ces choses qui n'ont jamais existé. Parce qu'en fait, à la base, c'est comme si le bébé, ben, il était né immortel. Oui, qu'elle se croyait immortelle, hein, comme le névrosé, parce que quand on dit le névrosé, c'est qu'il reste de l'infantile dans le névrosé. Il y a toujours des traits de l'infantile. Et les traits de l'infantile, c'est qu'à un moment de notre vie, nous nous sommes crus immortels. Alors vous voyez bien, ça n'a jamais existé. Et c'est ça qui fait le moteur. Ces choses, non, qui ont existé, mais qui n'ont jamais existé. Puisque c'était une croyance, mais une fausse croyance. Et ça va faire partie de notre moteur. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va essayer comment naît le désir chez la femme, comme chez l'homme, nous sommes tous apprendre à attendre est la bonne solution. Mais c'est pas facile, Nassim. Donc le désir chez la femme, non, c'est un désir, on va dire, parce que il va naître de la même façon que chez l'homme. D'accord? C'est la même production, il n'y a pas de différence, ça n'a rien à voir avec, puisque c'est quelque chose de psychique. Hein? Rappelons-nous que dans l'appareil psychique, il n'y a pas de différence, dans l'appareil psychique, il n'y a pas de différence sexuelle. La différence sexuelle est anatomique. Qu'après, cette différence anatomique va produire des différences dans l'appareil, ça c'est une autre chose. Non, ça c'est une autre chose. Donc on va voir, parce que la production va être différente. Donc, on disait que c'est pour ça que nous avons tendance, non, pour donner les explications, on va se justifier, on va argumenter, on va expliquer tout ce qui nous arrive, etc. Mais qu'on va dire que ça, c'est le désir d'argumenter, non, le désir de donner des explications. Il y a des gens qui adorent donner des explications et de montrer comment, non, le pourquoi de ce qui leur arrive. Et on voit par exemple, non, on va voir par exemple dans l'hypnose, non, quand les personnes ça a été démontré donc dans les cas d'hypnose, où on voit qu'on va donner dans les cas d'hypnose un ordre à la personne et que cette personne va, pas dans tous les cas, mais elle va normalement répondre à l'ordre et elle va faire ce qu'on lui indique de faire. Et on peut, si on lui demande pourquoi tu as fait ça, il va répondre tout de suite. Sans aucun doute, il va répondre avec une sécurité inhumaine. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possibilité de dire la vérité. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain, c'est que c'est complexe, il n'a pas la possibilité d'expliquer réellement ce qui lui arrive, sinon que l'être humain, il est le spectateur de ce qui lui arrive. Nous sommes les spectateurs de ce qui nous arrive. Mais nous ne savons pas exactement. C'est pour ça que je dis que la psychanalyse, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde et que dans le fond, tout le monde veut se psychanalyser. Parce que la psychanalyse, elle va petit à petit nous expliquer un petit peu pourquoi nous sommes dans la position que nous sommes.
Elle va pas tout expliquer comme les cartésiens aimeraient bien avoir les explications, mais elle va interpréter. Quelle place a la résistance en psychanalyse? Désir de ne pas changer, par exemple, Séverine. D'accord? Mais ça, c'est la contradiction, parce que si on commence une psychanalyse parce qu'on a le désir de changer, mais en même temps, là, le désir de ne pas changer. Hein? Et c'est pour ça que le travail analytique met autant de temps. Pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours cette résistance. Hein? Et que ça fait partie, qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire que nous avons le désir de changer et en même temps, nous avons le désir de ne pas changer. Donc, c'est pour ça que c'est un travail à long terme. Et donc, quand on parlait donc on donnait comment naît le désir en psychanalyse. Ben, je l'ai expliqué, Sonia, au départ, non? On va dire, c'est quand la maman, ben, elle regarde d'autres choses que moi. Et donc, je me dis, ah, il y a d'autres choses, le monde existe. Ah, le monde existe. Et donc, je me rends compte, et ben, à partir de là, le monde existe et je commence à désirer, non, ce que regarde ma mère. Expliquer, intellectualiser, c'est résister. Exactement, Béni, c'est résister. Donner des explications, chercher avec l'intellect en disant mais regardez, moi je suis très intelligent, j'ai bien compris tout ce qui arrive. Et il ne s'agit pas de ça. Le désir de ne pas changer sécurise mieux que le changement. Mais c'est pas une sécurité, c'est la peur du changement. Non, je ne sais pas si c'est la sécurité. C'est face à l'incertitude. Bon, c'est face à l'incertitude, mais moi je pense que c'est le fait de désirer. C'est le fait de désirer parce que le désir va produire. Le désir, c'est quelque chose qui se fait, donc va produire obligatoirement des changements. Donc, c'est la peur de désirer, la peur de désirer. C'est pour ça qu'on dit que très souvent, quand on a peur de quelque chose, en fait, c'est qu'on le désire. On met mais qu'on a peur de désirer. Donc on dit, comme on ne veut pas reconnaître ses désirs, on dit non, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Mais en fait, non. Ça, c'est l'apparence. Ce qu'il y a au fond, c'est que je le désire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais croire l'apparence, jamais. Et la culpabilité. Donc, la culpabilité, donc, vous vous rappelez la phrase de Lacan. Lacan, il va dire, nous ne sommes uniquement coupables d'avoir cédé dans notre désir. C'est-à-dire d'avoir renoncé à notre désir. Je suis coupable d'avoir renoncé. Je disais que je voulais me psychanalyser et je ne le fais pas. D'accord? La peur de l'abandon, c'est une peur infantile. Non, c'est comme le petit enfant qui avait peur que sa mère... Non, parce que le petit enfant, il doit apprendre à voir que quand sa mère, elle part, ben, elle revient. Mais ça, c'est un apprentissage. Il n'apprend pas tout de suite. Il la voit partir et il pense que c'est pour toujours. Non? Donc c'est pour ça qu'il y a la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, c'est une situation infantile du sujet, d'accord, qui continue à avoir peur et à être dans cette position infantile. Donc ça ne dépend pas de ce qu'il a vécu dans le passé, ça dépend de ce qu'il vit comme maintenant. Qu'il est encore un petit garçon, une petite fille qui a peur et qui pense que l'autre, il ne va jamais revenir, ou que si un amour disparaît, et, il ne va pas être capable d'en produire un autre. Donc vous voyez, ce sont, d'une certaine façon, non, comment s'exprimer un désir refoulé? Ben, comment s'exprime? Avec des symptômes, par exemple, Sonia. Peut-on dire que l'adulte pervers narcissique, encore une fois, n'a pas accepté que sa mère désire autre chose que lui et qu'elle? Non. Le désir narcissique, le narcissique, parce que je ne sais pas pourquoi vous l'appelez pervers, le narcissique, c'est celui qui a toute son énergie dans le moi, qui s'intéresse qu'à lui. D'accord? Qui s'intéresse qu'à lui. Donc en fait, sa mère, il ne s'intéresse pas à sa mère, il s'intéresse à lui. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec sa mère, c'est sa position à lui. Hein? On ne va pas continuer à responsabiliser notre papa et notre maman de notre position psychique. Notre position psychique, c'est la nôtre. C'est parce qu'ils ont fait eux, ils ont fait leur vie. Nous, notre vie, c'est, nous sommes en relation avec comment nous faisons face à nos désirs. La remise en question, reconnaître ses désirs profonds, entraîne le changement et la peur. Donc, mais reconnaître ses désirs profonds. Alors, comment vous faites? Vous creusez. Où est-ce que vous creusez? Parce que quels sont les désirs profonds? Non, les désirs doivent être interprétés. Nous avons des désirs sexuels que nous ne connaissons même pas, que ils se sont jamais passés par la tête. Parce que notre morale ne nous le permet pas. Et pourtant, ils existent. Et notre morale ne nous permet pas de reconnaître de nombreux désirs que nous avons. Parce que c'est pas bien vu. Et qu'est-ce que les autres ils vont penser? Donc, tous ces désirs là-bas, et en plus, on va voir, parce que ce qui est important, rappelez-vous, dans la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réaliser tous nos désirs. Il ne s'agit pas de dire, voilà, je connais mon désir et donc maintenant je... Non.
Il s'agit de pouvoir en parler pour qu'il ne soit plus réprimé et qu'il passe à un autre, et qu'il arrive à la conscience. Et le désir chez les paranoïaques, ça c'est autre chose, non? Aujourd'hui, on voit le désir chez tout le monde, Donc on va voir que dans la structure psychique du paranoïaque, c'est quelque chose de spécifique, chez la psychose c'est autre chose, d'accord? Mais dans tous les cas, de toute façon, ils renoncent à leur désir. Ils ont réprimé le désir et dans tous les cas, il est réprimé. Et donc on va voir qu'au plus il y a répression, au plus non, on arrive dans la psychose. Donc, parce qu'on va voir que... et ce qu'on va voir, c'est que on a tendance, Elisabeth, bonsoir, mais oui, mais le désir doit être assouvi. Non, non, le désir, il assouvit pas, parce que sinon on mourrait. Un désir assouvi, ça veut dire je meurs. Non, on dit que le sujet meurt quand il arrête de désirer. Le sujet va mourir quand il arrête de désirer. D'accord? Donc le désir, il fonctionne tout le temps. Mais alors, ou je peux faire l'autruche, ou je peux regarder en face l'être humain que je suis qui désire, pas toujours ce qu'il aimerait bien désirer. Hein? C'est vrai, c'est se libérer de ce qui pèse dans notre éducation. Mais dans notre éducation, dans notre morale, non, parce que notre éducation, elle est à nous. C'est parce qu'on nous a donné, non, il y a plein de gens qui ont éduqué plein de choses différentes et qui ont eu la possibilité d'avoir plein de professeurs différents. Y a-t-il une résistance particulière dans la position névrotique de mettre des mots sur son désir inconscient? Le désir est un moteur. Le désir est un moteur, oui, Jonathan. Mais Myriam, le désir, c'est une interprétation. Le désir, c'est pas quelque chose qui est quelque part et que... Non, c'est quelque chose qu'on va interpréter en psychanalyse. La psychanalyse produit Jamal. La psychanalyse produit nos désirs. D'accord? Et donc, il est très important pour chacun d'entre nous de ne pas trahir nos désirs, que nous avons des désirs et que nous devons apprendre à les connaître, parce qu'à chaque fois que je tourne le dos à mes désirs, je provoque un désastre dans ma vie. Ça a toujours des conséquences néfastes. Et une dernière chose, avant de terminer, qui est quelque chose de très intéressant, c'est quand on parle de liberté, je ne sais plus qui a parlé au départ de liberté, et que la liberté, non, parce que ce qu'on veut, c'est renoncer à notre désir pour dire non, non, moi je fais ce que je veux, non, non, je fais ce que je veux, parce que le désir, c'est s'attacher à un projet, s'attacher à quelque chose et continuer et travailler pour ce désir. Et donc les gens ne veulent pas, ils veulent être libres. Et en fait, la liberté, premièrement, cette liberté dont on pense, c'est pas vraiment une liberté, parce que ça, c'est faire n'importe quoi. Donc, faire ce que j'ai envie, c'est pas la liberté, puisque obligatoirement, ça va me retomber dessus à un moment ou à un autre. Je ne comprends pas la psychanalyse, produit nos désirs. Oui, l'interprétation, Séverine, produit. C'est l'interprétation psychanalytique produit les désirs. Donc, pour parler de la liberté, donc, quand on cherche la liberté, en fait, on s'éloigne du chemin de la liberté. Parce que on va pouvoir être libre que dans le chemin du désir. Parce que c'est ça la contradiction qui se présente par rapport aux idées, aux préjugés que nous avons. C'est-à-dire qu'on pense que faire ce qu'on veut, c'est la liberté. Alors que c'est quand on a des obligations qu'on est libre. Parce qu'en fait, on est bien attaché, on est bien soutenu. Et bien soutenu, ça veut dire qu'on peut avoir la liberté de penser quand on est bien soutenu. Et on va voir et que quand on parle de liberté, la véritable liberté possible pour un être humain, c'est la liberté de sa libido. Que sa libido ne soit pas coincée quelque part, qu'elle ne continue pas à aimer un amour passé, qu'elle puisse se libérer de toutes ses attaches, la libido. Ça, c'est celle-là qui doit être libre, qui doit pouvoir passer d'une activité à une autre, qui doit pouvoir terminer quelque chose, oublier ce qui vient de se passer et s'occuper de se mettre dans autre chose. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la liberté possible pour l'être humain. Parce que sinon, non, et Jamal se libérer des préjugés sociaux. Parce que dans la société, on ne peut pas. Non, sinon on doit faire un travail bien soutenu, par exemple par l'analyse, mais pas seulement. Quand je dis bien soutenu, ça va dire, Sylvie, avec une manière de penser, parce que la psychanalyse, ce qu'il y a de bien, c'est une manière de penser l'être humain. Donc si j'apprends à penser avec cet instrument, si j'apprends à penser l'être humain
de cette manière, sans toutes ces croyances qu'on nous fait croire que l'amour c'est ceci, que le travail c'est ceci, que les vacances c'est ceci, que les vacances ça fait du bien, que le repos c'est ceci, que quand je suis fatigué je dois tout arrêter, non? Que je vais dire que tout ça, pourquoi l'être humain désire ce qui lui fait du mal? C'est parce que c'est pas qu'il désire ce qui lui fait du mal, c'est parce que c'est réprimé. Il ne désire pas ce qui lui fait du mal. Après, il ne tolère pas certains de ses désirs, et qu'après, il y a certains de ses désirs, je veux tuer celui-là, il m'énerve, on ne peut pas le faire, mais je dois pouvoir le dire. Mais je dois pouvoir le dire, l'exprimer. Si je le dis dans une phrase, c'est qu'une phrase. Bon, moi je dois continuer. Bonne continuation. On continue mardi prochain. N'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo dans vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux donc à désirer. Donc bonne continuation, bonne soirée et à la semaine prochaine. Les vacances font du bien, non? Allez, au revoir Céline, Jamal. Allez, au revoir à tous. Je dois y aller. Bonne continuation et à mardi prochain. Au revoir.